Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 31 mars 2022. Tout à l'heure, Fabienne me confiait que je devrais éliminer la vidéo commise hier soir, car, semble-t-il, selon son avis, j'étais bourré. Ouais. Faut dire, j'étais éméché plutôt. Mais on a eu une conversation, mon frère et moi, frère que, comme vous l'avez entendu, que je n'avais pas vu depuis des années. Et mon frère est un personnage assez étonnant. Mais bon, je ne parlerai pas de mon frère, comme je vous disais hier, je ne peux rien vous en dire, étant donné les fonctions qu'il occupe. Voilà. En fait, autant, autant moi je suis volubile, démonstratif, extraverti, un brin exhibitionniste peut-être. Autant je me livre ainsi, lui il est plutôt réservé, il est plutôt discret et sa profession l'engage à une absolue discrétion et il n'existe absolument pas sur les réseaux. Alors ne le cherchez pas, il n'existe pas. Il n'existe vraiment pas. Alors aujourd'hui on a travaillé comme des fous, Fabienne et moi, et on a classé, on a nettoyé, on a déplacé des milliers de livres, en tout cas, ouais, dépassé le millier de livres, avalé de la poussière, parce que les livres et la poussière, hein, c'est un couple parfait. Et donc, j'ai retrouvé, en quelques exemplaires d'ailleurs, chose étonnante, ceci. Malgré un siècle de psychothérapie, le monde va de plus en plus mal. Publié chez Ulmus Compagnie Ltd. C'est un peu curieux, c'est une maison d'édition qui était basée à Londres. Je ne sais si elle existe encore. Et quand on consulte la fiche Wikipédia, ce titre de James Hillman, c'est de lui dont il est question, eh bien, il n'y apparaît pas. Alors, c'est comme si ce livre-là avait échappé au savant recenseur de Wikipédia. Alors, qui est James Hillman? Un mot sur James Hillman? C'est un psychanalyste américain d'obédience jungienne, né à Atlantic City, si je ne m'abuse, en 1926 et décédé en 2011. Alors, il a écrit, je vais vous lire quelques-uns des titres qu'il a écrits, qu'il a publiés. Attendez. Décidément, j'ai oublié mes notes. Ah oui, voilà. La beauté de Psyché, qui a été, qui a été publiée entre autres à Montréal en 1993. Le mythe de la psychanalyse aux éditions Imago. Pan et le cauchemar. Le polythéisme de l'âme au Mercure de France. Anima et Animus, en collaboration avec Emma Young, chez Segers. Il y a une faute d'orthographe, là. Et il a écrit le code secret, et il a écrit un livre sur la vieillesse, la force de caractère, sur la vieillesse. Et c'est assez fascinant, la force de caractère. Et qu'au fond, au fur et à mesure qu'on vieillit, on devient de plus en plus l'individu que nous sommes. Notre caractère s'accuse et on ne triche plus avec les convenances sociales. Si on a quelque chose à dire, on le dit. Si on a envie de ne plus vivre telle ou telle chose, on ne les vit plus. En fait, bref, notre caractère s'affirme et s'affine et qu'il y a des avantages à vieillir. Et en même temps, on reprend goût à certaines choses qui peuvent sembler insignifiantes lors de la vie active. On, on musarde, on se promène, on écoute de la musique, on fait du jardinage. On se rapproche un peu de l'enfant qu'on a été. Mais on ne retombe pas en enfance.
mais on reconnecte un peu avec une sorte de paradis perdu, qu'on retrouve par de menus activités qui sont, qui peuvent paraître en tout cas un peu triviales. Alors ce livre, malgré un siècle de psychothérapie, le monde va de plus en plus mal. C'est un livre que j'ai lu à plusieurs reprises. J'ai même eu une sorte de fascination pour ce livre, en fait. Et de le retrouver dans mon inventaire, à plusieurs exemplaires, et je sais que je les avais achetés car je les avais achetés chez un soldeur. Le prix est encore indiqué à l'endos du livre. Et je devais juger à l'époque, j'ai acheté ça il y a pas mal d'années. Je devais juger que c'était bien nécessaire, c'était très nécessaire de l'offrir à la clientèle de la librairie. Jugeant, pour ma part, que c'était un livre, en tout cas, qui m'a extrêmement fasciné. Je vais vous lire un passage sur quelque chose, on va y venir. Et donc, comment ça se présente? Alors, Michael Ventura, qui est lui, qui est un journaliste, et ils se sont enregistrés. Ils ont eu une sorte de conversation à bâton rompu. Et après, ils ont eu un échange de lettres sur certaines conceptions de James Hillman, certaines réflexions, certains concepts avancés par James Hillman, qui d'ailleurs, dans la force de caractère, cite Deleuze. Alors oui, ça peut être étonnant. Tout à coup, il cite Deleuze, son ouvrage Répétition, et voilà, le titre m'échappe. Au fond, une chose répétée est toujours différente. Hein? Ça peut sembler logique et répétition. Voilà. Non, c'est pas logique et répétition. Écoutez, bon. Ouais. Je me suis couché tard hier et je me suis levé tôt ce matin. Alors donc, de retrouver dans la force de caractère Deleuze, ça m'a beaucoup étonné. Je ne me serais pas attendu à ça. Mais il y a une certaine logique, parce que je pense qu'Hillman, visiblement, a lu Deleuze. Alors, il n'est pas, étant un psychanalyste jungien, évidemment, on a compris les deux grandes branches, Jung et Freud, on a compris que d'une certaine manière, il jugeait, Hillman, que le vouloir guérir à tout prix, le papa-maman, comme qui est l'infernale triade oedipienne, il voulait casser ça. Il jugeait que on accordait trop d'importance aux divers traumas. Qu'il fallait en fait plutôt porter notre attention sur le développement. Mais rien à voir non plus avec les théories qui avaient cours dans les années 80, l'enfant en soi et grandir. Non, il n'y allait pas non plus dans ce sens-là. Il disait qu'il fallait évidemment faire une plongée en soi et retourner d'une certaine manière aux images fondamentales. Que notre capacité à imaginer, pouvait être porteur de changement. Et que c'était mais c'est pas non plus un truc de visualisation. Ce n'est pas de la psychopop. Là. Ça n'a rien à voir avec la psychopop. Et alors donc, ils ont écrit ce livre-là de manière peut-être un peu, en fait, comme toute proportion gardée, comme l'ont fait Deleuze et Guattari, enfin. Alors je pense peut-être que se sont inspirés de ça, mais d'une manière plus pragmatique, à l'américaine, c'est-à-dire des faits. On ne tourne pas trop autour du pot. On y va franco. C'est les Américains les Anglo-Saxons en général peuvent être plus pragmatiques en tout cas que les intellectuels européens. En tout cas. Alors, je vous lis un passage, et je vais revenir demain. Je vais revenir demain avec ça, parce que je pense que on n'épuisera pas ceci.
Hillman. C'est Hillman qui parle. Parce qu'au début du livre, comme je vous disais, c'est un entretien qu'ils ont tous les deux à bâton rompu. Le fondement principal de la psychologie américaine est la psychologie du développement. Carl Rogers aussi, entre autres. Ce qui t'arrive plus tôt est la cause de ce qui t'arrivera plus tard. C'est la théorie de base. Notre histoire est notre causalité. Nous ne séparons même pas l'histoire en tant que récit de l'histoire en tant que cause. Ainsi, tu dois revenir à ton enfance pour comprendre pourquoi tu es comme tu es. Et ainsi, quand les gens débloquent ou sont perturbés, ou en crise, ou n'importe quoi, dans notre culture, dans notre monde psychothérapeutique, nous revenons à nos mères, à nos pères, à nos enfances. Notre culture ne ferait cela. Nulle autre culture ne ferait cela. Si dans une autre société tu débloques, tu es perturbé, impuissant ou anorexique, tu cherches ce que tu as pu manger, qui t'a jeté un sort, quel tabou tu as enfreint, qu'est-ce que tu n'as pas fait correctement, quand tu as manqué de respect aux dieux ou quand tu n'as pas pris part aux danses rituelles, ni respecté les coutumes tribales. N'importe quoi. Cela pourrait être des milliers d'autres choses. Les plantes, l'eau, les malédictions, les démons, les dieux, le manque de communication avec le grand esprit. Et ce ne sera jamais, jamais quelque chose qui se serait passé avec ta mère et ton père il y a 40 ans. Seule notre culture utilise ce modèle, ce mythe. Ventura, consterné et confus. Hey, pourquoi ne serait-ce pas vrai? Parce que les gens diront, OK, je dirais, c'est ce qui fait que je suis comme je suis. Amen. Parce que c'est le mythe auquel tu crois. Ventura. Quel autre mythe y a-t-il? Ce n'est pas un mythe, c'est ce qui s'est passé. Amen. Ce n'est pas un mythe, c'est ce qui s'est passé. Au moment où nous disons que quelque chose s'est passé, nous disons, ceci est le mythe que je ne vois plus comme un mythe. Ceci est le mythe que je ne reconnais pas comme tel. Ce n'est pas un mythe, c'est ce qui s'est passé. Suggère que les mythes sont des choses auxquelles nous ne croyons pas. Les mythes auxquels nous croyons et au milieu desquels nous sommes, nous les appelons faits, réalité, science. Mais regarde tout ceci d'un autre point de vue. Disons que ce qui compte, c'est que tu as un noyau en toi, un individu bien défini qui se fait connaître tôt dans ta vie et t'accompagne toute ton existence. Winston Churchill, par exemple, avait à l'école beaucoup de problèmes de langage et s'exprimait avec difficulté. Il a été placé dans ce que l'on appellerait une classe de lecture de rattrapage. Il avait des problèmes en écriture, expression et orthographe. Évidemment, il en avait. Ce petit garçon était un candidat potentiel au prix Nobel de littérature et devait sauver le monde occidental par son éloquence. Bien sûr qu'il avait un défaut de prononciation. Naturellement, il ne pouvait pas parler facilement. Quand il avait 11 ou 14 ans, c'était trop lourd à porter. Ou prends le cas de Manolette, qui à 9 ans était, paraît-il, un garçon maigrichon qui restait dans les jupes de sa mère dans la cuisine. Et il est devenu le plus grand torero de notre époque. La psychologie va dire, oui, il est devenu un grand torero, parce qu'il était un gamin tellement chétif qu'il a compensé en devenant un héros macho. Ce serait de la psychologie adlérienne. Tu prends ta déficience, ton infériorité, et tu la transformes en supériorité. Ventura. Cette notion s'est infiltrée partout. Le féminisme et le mouvement pour les hommes en dépendent tous les deux plus qu'ils ne s'en doutent. Hillman. Mais suppose que tu inverses
le processus et que tu lises la vie d'une personne à l'envers. Alors tu dis, Manolete était le plus grand torero et il le savait. En lui-même, sa psyché sentait, à l'âge de 9 ans, que son destin serait d'affronter des taureaux noirs de 500 kilos avec des cornes gigantesques. Du coup, on comprend qu'il se soit raccroché à sa mère. Parce qu'il ne pouvait pas assumer cette capacité à 9 ans. Ton destin est déjà là et tu ne peux pas l'assumer. C'est trop lourd. Ce n'est pas parce qu'il était faible, il avait simplement une destinée éminente. Maintenant, suppose que nous examinions nos patients de cette manière. Suppose que nous regardions les mômes qui sont bizarres, qui bégayent ou qui sont peureux, et qu'au lieu de voir des difficultés de développement, nous pensons qu'ils ont de grandes choses en eux-mêmes, une destinée qu'ils ne sont pas encore capables d'assumer. Ça les dépasse et leur psychisme le sait. C'est une manière différente de lire notre propre vie. Au lieu de lire notre vie comme le résultat des blocages de notre enfance, nous lisons notre enfance comme un exemple en miniature de notre vie, comme un camé de notre vie. Et nous admettons que nous ne connaîtrons vraiment notre vie entière que lorsque nous aurons 80 ans. Et alors, nous serons trop vieux pour en avoir une vision précise, ou même pour nous y intéresser. Ventura, mais c'est dément. Comment un enfant peut-il savoir ce qui va lui arriver? Helmut. Nos enfants ne peuvent pas savoir ce qui va arriver. Parce que nos enfants ne sont pas imaginés comme des enfants platoniciens qui viennent au monde en connaissant tout. L'âme sait qui nous sommes depuis le commencement, disent d'autres théories de l'enfance. D'après nous, un bébé vient au monde avec quelques mécanismes innés, mais pas une destinée. Ventura, ce que tu me dis me rappelle quelque chose. Pardonnez-moi pour cette intrusion téléphonique. La librairie est fermée pourtant. Alors je vais reprendre l'argument de Hillman. Nos enfants ne peuvent pas savoir ce qui va arriver parce que nos enfants ne sont pas imaginés comme des enfants platoniciens qui viennent au monde en connaissant tout. L'âme sait qui nous sommes depuis le commencement, disent d'autres théories de l'enfance. D'après nous, un bébé vient au monde avec quelques mécanismes innés, mais pas une destinée. Ventura, ce que tu dis me rappelle quelque chose. Il existe un livre de photographies de gens connus, prises quand ils étaient enfants. Et il est surprenant de voir comment à 4, 6 ou 9 ans, Abby Hoffman, Edgar Hoover, Franz Kafka, Johann Baez et Adolf Hitler paraissent exactement comme, comme leur destinée. Hillman, pourquoi pas? Je veux dire qu'un arbre est le même arbre pendant toute son existence. Un zèbre est un zèbre depuis le premier jour. Ventura. Ouais, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Mais Hillman, comment fait un enfant pour savoir ce qui va arriver? Hillman, je ne pense pas qu'un enfant sache vraiment ce qui va arriver. Je pense que cette formulation est par trop littérale. Je pense qu'un enfant sent. Non, il y a des enfants qui savent ce qui va arriver, par exemple. Cette grande violoncelliste,
une femme morte récemment. Elle était très jeune, Jacqueline Dupré. Je ne sais pas de quoi elle est morte, mais elle faisait partie des plus grands violoncellistes du monde. À 5 ans, elle a entendu un violoncelle à la radio et a dit « Je veux ce qui fait des bruits comme ça, ou qui sonne comme ça. » Elle savait. C'était là. Et c'est souvent le cas chez les musiciens de génie. Souvent, ils savent. Ventura. En fait, maintenant que j'y pense, c'est souvent le cas des artistes. Je ne suis pas un génie, mais dès l'âge de 9 ans, je savais que je serais écrivain. Et je n'ai jamais fait le moindre effort pour être autre chose. Hillman. Mais ne nous servons pas de ces exemples. Ils sont trop clairs. La plupart des gens n'ont pas de sentiments semblables à 20 ans. Ils tâtonnent encore. Mais je pense qu'il y a des soupçons, comme de petites excroissances sur le tronc d'un arbre. Pendant que l'arbre grandit, un jeune arbre, disons un jeune être, ces excroissances deviennent des branches, et à la fin, elles peuvent devenir des branches énormes. Je pense qu'un enfant a de semblables excroissances infimes. Il ne sait pas ce qu'il va devenir, mais il a des soupçons. Il a ses tendances. Il a ses petites envies, ses petites obsessions. Ventura. Et non seulement ces obsessions ne sont pas respectées, mais souvent les parents en sont effrayés. Il devrait sortir plus, il n'a pas d'amis. Elle ne devrait pas être aussi sérieuse. Comment pourra-t-il gagner sa vie si tout ce qu'il fait, c'est dessiner? Cet enfant n'est pas normal. Ce qui signifie généralement, cet enfant n'est pas facile. Je connais une femme qui a quasiment séché toutes les classes au lycée, qui ne devait pas avoir son bac, mais elle l'a eu par la force, la seule force de sa personnalité, et parce qu'elle était un chef et une organisatrice de premier ordre. Dans sa dernière année, elle présidait le bureau des élèves et organisait pratiquement tout ce qui se faisait dans le lycée. Le premier boulot qu'elle a obtenu en sortant du lycée fut serveuse dans un restaurant. 1 an plus tard, elle en était directrice et copropriétaire 1 an après. À 30 ans, elle avait produit 2 films et était devenue cadre supérieur dans un des grands studios de cinéma. L'éducation donnée au lycée ne lui fut d'aucune utilité. Mais elle a fait sa propre éducation en exerçant son sens des affaires et son sens politique en tant que dirigeant et organisateur étudiant. Ainsi, ce n'est pas vrai que pour les artistes. Plus j'y pense et plus je crois que ça arrive souvent. Hillman. Notre culture ne l'accepte pas. Non seulement parce que nous n'avons pas de théorie pour l'expliquer, mais aussi parce que ces phénomènes, qui ne sont pas si rares comme tu le dis, sapent les théories que nous avons. Théories qui nous ont permis de construire une industrie très profitable et qui font partie de notre foi religieuse en l'histoire. Ventura. Plus j'y pense, plus je sais qu'on a une image mentale de ce que notre visage va devenir. On ressent d'autres personnes en nous qui sont plus âgées et qui nous parlent. Au moins à moi, elles me parlent. En moi-même, il y a un homme beaucoup plus âgé qui me parle tous les jours, tranquillement. Généralement gentil et tolérant. Quelquefois sévèrement quand je débloque vraiment. Toujours avec humour. Je l'aime énormément. C'est vraiment la meilleure partie de moi-même. Je n'avais jamais pensé à lui sous cet éclairage. Hillman commence à parler. Ventura. Non, laisse-moi continuer. Je sais où tu vas en venir. Je connais plusieurs hommes qui ont, comme moi, la quarantaine et qui commencent à sentir qu'ils ont la quarantaine dans leur corps et ils disent « Mon corps est en train de me trahir. » Ils teignent même leurs cheveux et mentent sur leur âge. Et je connais des femmes du même âge, pas des femmes de Beverly Hills ou des stars de cinéma, mais des femmes que je n'aurais jamais soupçonnées de se faire refaire les seins, réduire les rides, ce genre de choses. Et j'ai peur pour elles.
parce qu'elle insulte gravement le personnage plus âgé qui est en elle-même. Et ces insultes les affaiblissent. Alors quand elles atteignent 65 ans, quand c'est leur tour d'être 65 ans, ce 65 ans a été si insulté et affaibli qu'il n'est peut-être plus en état de faire face. Hillman, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas seulement quelques personnages, mais tout un ensemble de personnages préexistants. Je le crois aussi. J'ai vu un dessin d'une femme. Elle avait environ 44 ans. C'était un dessin au crayon très émouvant. Et elle ne l'aimait pas parce qu'il la faisait paraître trop vieille. J'ai dit, ce dessin, c'est la vieille femme qui vous attend au bout du couloir. Tous ces personnages-là sont nos compagnons. Ils sont toujours autour de nous. Et ils ont besoin d'être soutenus jusqu'au bout. Michel-Ange appelait ça l'image qui est dans le cœur. Je veux dire, comment se fait-il que l'on puisse devenir quelqu'un de 35 ans quand on en a 25? Il doit y avoir une apparence de 35 ans que l'on revêt. Ventura, nous sommes en train de dire, vous ne savez pas ce qui va se passer, mais vous sentez déjà en vous. C'est comme ça que vous avez été conçus. Si la société ou votre famille n'ont pas démoli cette manière de sentir quand vous étiez petit, Hillman, la forme de ces personnages, leurs silhouettes sont déjà là. Il vous faut les fortifier tout au long du chemin. Hillman fait une pause. Il existe une grande peur qu'il n'y ait personne en fait. Je pense que c'est l'une des grandes peurs qui sous-tendent le fait de se teindre les cheveux ou de s'atténuer les rides. Quand j'aurai 50 ans, je serai vide. Il n'y a personne là. D'où vient ce sentiment de vide? C'est parce qu'il n'y a personne à l'intérieur. Ventura? Et si nous avons copieusement insulté les personnes plus âgées en nous-mêmes, en les attaquant indirectement chaque fois que nous avons maudit un conducteur plus âgé? Hillman, ou la personne devant nous au supermarché qui ne range pas sa monnaie assez vite? Ventura, chaque fois que nous faisons cela, nous effrayons et affaiblissons les personnages en nous, et leur silhouette diminue jusqu'à qu'il n'y ait plus personne au-dedans. Hillman, il y a une autre façon d'arriver au même résultat. Chaque fois que l'on dit « je n'ai pas de temps pour la douleur », chaque fois que l'on camoufle une maladie, tes maladies sont en partie des façons de développer ces personnages âgés. Ce sont des façons d'acquérir la connaissance de ton propre corps. Les maladies t'apprennent énormément de choses sur ce que tu peux manger et quand tu peux le faire, sur ce qui se passe dans ton ventre, dans tes couilles, sur ta peau. Les maladies sont nos professeurs, surtout à propos du vieillissement. D'évaluer les maladies et les mettre de côté éloigne de toi ces personnages âgés. Nous insultons nos personnages intérieurs avec notre manière de traiter notre propre faiblesse. Et quand nous vieillissons, Ventura, et quand nous vieillissons, nous transposons cela en détestant les jeunes. Hillman, oh oui. Ventura, et quand nous attaquons les jeunes avec la même impatience que nous avions attaqué les vieux, nous insultons les jeunes personnages qui sont encore en nous-mêmes, comme les personnes âgées qui étaient en nous quand nous étions jeunes. Hillman, absolument. Nous attaquons les jeunes personnages en nous. Comme tu le dis, ces jeunes personnages qui nous procurent des envies fortes, qui nous envoient des fantasmes. Et alors, nous ne nous permettons plus de sentir ou d'imaginer la sexualité.
Nous ne nous permettons plus d'imaginer des risques. Les risques incroyables que prennent les jeunes. Eux les prennent. Nous nous autorisons plus le risque de nous abandonner, de nous laisser aller. Les vieux extraordinaires que tu connais, autrefois étaient des maîtres pour se laisser aller avec un courage incroyable. Certains le sont encore, sans aucune peur de traverser une rue, de marcher la nuit. Ventura. Nous rejetons et attaquons surtout les adolescents et ne pouvons supporter leur présence parce que notre propre adolescence a été douloureuse. Edmund, tomber amoureux, les romances, les fantasmes suicidaires de l'adolescence. Ventura. Et tous ces rêves que l'on n'a pas pu réaliser. Il n'y a rien de pire de dire à quelqu'un « Tu te comportes comme un adolescent. » Edmund, essaie. Ce n'est rien. Tu vieillis. Ventura, quand vers les 40 ans, tu fais ce que l'on appelle la crise de la quarantaine, tu passes à nouveau par une sorte d'adolescence. Parce que tu casses un peu de ta gang. Les gens méprisent ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais ta crise de la quarantaine? Edmund, on en traverse une autre à 60 ans. Ventura, et si tu répliques en disant « C'est exactement ça », et tu ferais mieux de t'écarter de la trajectoire, alors ils te prennent pour un fou. Hé, Ventura est en train de craquer, mais ce que tu es en train de dire en réalité, c'est « Je mue, Edmund. Je mue et je suis au début de quelque chose. Et quand je commence quelque chose, je suis un idiot. » Ventura, la chose immuable en moi est tranquillement installée au centre de tout, ce qui change, et pendant que beaucoup de choses sont abandonnées. Il reste assis en silence pendant un moment. Les gens se baladent en marchant devant leur banc. Les automobilistes vont et viennent le long de l'autoroute. Les baigneurs et les bronzeurs sur la plage. L'équipage d'un autre pétrolier à l'horizon et les marins du dimanche, dans leur petit bateau, sont au dehors du cercle de leur silence. Pour le moment, les deux hommes ne les remarquent même pas. Alors, je pense que vous comprenez un peu mieux pourquoi ce livre m'a, je ne dirais pas hanté, mais ce renversement de perspective, et qu'au fond, le diamond, comme le disait Socrate, ce qui est en dedans de nous, ce qui est notre âme au fond, qui sait dès l'enfance ce dont nous avons besoin, qui nous sommes, ce dont nous avons besoin pour notre développement, pour notre nourriture, pour notre nourriture psychique. Je suis agacé parce qu'il y a quelqu'un devant la vitrine qui parle fort avec son appareil. Sans doute peut-être... oui, il me fatigue. Ben là, vous l'avez entendu crier. Ben voilà. Il s'agite, il sautille. Qu'est-ce que ça dit chez moi? Est-ce que je reconnais le jeune adolescent impétueux que j'étais, sauf que lui, il doit approcher la trentaine. Ben voilà, il s'éloigne. Il s'éloigne. Alors donc, on a connu ça, cette espèce de désir, ces désirs que nous avions enfant. Moi, je savais un certain nombre de choses, parce qu'on va revenir demain avec ça. Moi, je savais un certain nombre de choses. Et je m'y suis cramponné. Enfant, j'ai eu quelques révélations. J'ai su, par exemple, peut-être à l'âge de 10 ans, que je deviendrais libraire. Je savais que je serais commerçant avec les livres. Mais ça ne m'a pas plu. Non, ça ne m'a pas plu.
Ça m'a pas plu. Je pourrais peut-être en reparler une autre fois. Ça m'a pas plu pour toutes sortes de raisons. Je sais pas si, pas si vous l'entendez. En tout cas, le téléphone, le grand ado qui s'agite derrière son téléphone cellulaire. Il y a... à 15 ans, par exemple, je savais que quoi que j'entreprenne, je ne réussirais rien avant la trentaine, avant la quarantaine. Bon, finalement, c'était à la mi-trentaine. Mais quoi que je fasse, rien ne fonctionnerait. Et je le savais. Ça, j'ai eu ce flash-là. Et la seule fois où j'ai pu lire un témoignage semblable, c'est dans le journal de Charles Juliet. Charles Juliet, pour lequel je voue une admiration illimitée. Un homme qui a passé par toute la période, le désert, la sécheresse, l'aridité, l'impossibilité à être, et qui s'est cramponné pour finir par devenir une espèce de grand sage, devenir un maître, au fond, un maître. Alors vous-même, rappelez-vous votre propre enfance et les rêves que vous aviez. Non pas des rêves d'enfance, mais il y a eu sans doute de ces moments-là d'éclaircie où vous pouviez tout à coup apercevoir quelle serait votre destinée. Je suis convaincu. Je suis convaincu qu'on a tous, mais nos parents, la société, les professeurs, ne sont pas à l'écoute de ça. Ne sont pas à l'écoute de ça. Ne peuvent pas l'être d'une certaine manière. Je dirais même, peut-être même que l'opposition des parents, l'opposition de la société, nous aura été nécessaire pour atteindre le développement, un certain développement. Mais comme vous pouvez l'entendre, parce que peut-être qu'on va peut-être passer un petit moment avec Hillman, avec son autre ouvrage, la force de caractère, que j'ai lu 2 fois aussi, que j'ai lu lors de sa parution, je pense que c'est en 2001. Et il y a une autobiographie intellectuelle de James Hillman, parue en anglais, qui n'a pas été encore traduit, mais ma compétence en anglais étant trop limitée pour que je puisse avoir du plaisir en la lisant. Il faudrait que ça me prenne le dictionnaire, ça me prend un temps fou pour lire un texte en anglais. Quand je suis obligé, je le fais, mais je n'y prends pas de plaisir, en fait. Mais je l'attends toujours, cette traduction-là, de cet ouvrage, de cette autobiographie intellectuelle de James Hillman. Alors, vous avez vu l'échange, en tout cas, je pense qu'il y a de quoi réfléchir, mais je vous reviens demain avec d'autres passages. C'est assez fascinant. Assez fascinant, hein, je pense. Oui. Alors voilà, je vais le mettre là, en espérant qu'il ne tombe pas. On va déplacer les Lévi-Strauss. Mettre un petit zoom qui tient. Oui, oui, oui. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.